Le M5RFP a déjà un an. Ainsi, pour commémorer cette journée, un grand meeting a eu lieu à la place de l'Indépendance. C'était l'occasion pour le mouvement de clarifier leur position. Également au cours de cette édition, vous aurez l'intervention de Boubacar Bokoum qui nous livre son analyse sur la situation politique du Mali. Aussi, il parlera également de la collaboration entre le Mali et la France. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous reviendrons sur les différentes sanctions contre le Mali après le coup de force avec l'économiste Modibo Mahamat pour faire le point sur les conséquences économiques qui pourraient en découler. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5RFP, a célébré ce vendredi 4 juin son premier anniversaire à travers un grand meeting organisé à la place de l'Indépendance. Notre équipe de reportage était sur place. Ils étaient des milliers de personnes à répondre présents à l'appel du M5RFP, notamment des leaders des partis politiques, de syndicats, d'organisations religieuses et supporters, afin de célébrer le premier anniversaire du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5RFP. Dans son discours, Ibrahim Ikassa Maïga, porte-parole du M5RFP, a rappelé l'objectif principal du mouvement et ses futures ambitions face à cette période transitoire. Vous avez massivement répondu à notre appel des 5 juin, 19 juin, 10 juillet et 11 août 2020. Vous avez aussi Maliennes et Maliens des villes de campagne et de la diaspora, confiés au comité stratégique l'honneur, mais aussi le redoutable privilège de conduire les premiers pas de notre mouvement avec des orientations et des objectifs très clairs. Lutter contre la corruption, la mauvaise gouvernance, le népotisme, l'impunité qui ont conduit notre pays au bord du précipice. Face à l'autisme du pouvoir, nous avons demandé le départ d'Ibeka et de son régime. Cette lutte hautement patriotique a été parachevée le 18 août 2020 avec l'intervention de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Après un moment d'incompréhension, les deux légitimités qui ont œuvré pour le changement ont fini par se retrouver dans le cadre d'un partenariat stratégique pour rectifier la trajectoire de la transition et poser les jalons de la refondation du Mali. Cette vaste entreprise sera inclusive et ouverte à toutes les personnes ou forces politiques et sociales acquises au changement. C'est pour cette raison qu'il sera réducteur de voir le rassemblement d'aujourd'hui comme la simple célébration d'un anniversaire. Au-delà, et bien au-delà, il s'agit de montrer à la face du monde un peuple uni, soucieux de prendre son destin en main par un changement de paradigme et d'occuper toute sa place dans le concert des nations. Cette quête d'un renouveau passera nécessairement par la mise en œuvre rationnelle et intelligente des 10 points déclinés en 17 mesures fortes dont la mise en œuvre permettra la rectification de la trajectoire de la transition pour la refondation du Mali. Modibo Kadjoge, président du parti APM Maliko,
et membre du comité stratégique du M5RFP, a mis l'accent sur le fait que la transition du début n'allait pas dans le sens de la vision du M5RFP, d'où les actions récentes entreprises pour changer le cours des choses. La transition à son début, il a été également remarqué que ce n'était pas sur le bon chemin. En tout cas, pas conforme à la vision du M5, ce n'était pas conforme au sens de notre combat. Et maintenant, il y a eu une rectification de la trajectoire. Cela a coïncidé avec notre anniversaire. Donc nous venons aujourd'hui pour dire merci au peuple malien. Merci au peuple malien qui a soutenu les M5 dans ces combats. Ces durs combats, et qui est l'objectif, on le fait pour tout le monde. Et nous disons en même temps au peuple malien que puisqu'on nous demande maintenant de venir prendre les destinées du pays en charge, que nous le ferons également dans l'inclusivité. Également présente au rassemblement, Mme Sey Mariam Traoré, membre du comité stratégique du M5RFP, nous rappelle l'objectif de ce meeting qui, au-delà de célébrer l'anniversaire du mouvement, est surtout une occasion, selon elle, de remercier le peuple malien. Bon, l'objectif de ce rassemblement de ce jour, ce vendredi, est pour remercier le peuple malien. Aujourd'hui, il y a un an de cela, le M5RFP faisait sa première sortie. Sa première sortie pour dire non à l'impunité, pour dire non à la corruption, pour dire non à la gabégie. Aujourd'hui, nous fêtons cette indépendance-là. Ce jour-là, notre sortie, c'était de dire que ce gouvernement qui était là n'était pas le bon gouvernement pour amener le Mali vers la voie du développement. Et effectivement, on a donné raison au M5RFP, puisque ce gouvernement est parti et que les militaires sont venus parachever l'œuvre du M5RFP. Et donc aujourd'hui, jour anniversaire, nous avons estimé nécessaire non seulement de se retrouver pour fêter cet anniversaire-là, mais aussi de se retrouver pour dire au peuple malien qu'il faut qu'on se donne la main, tous, autant que nous sommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, de toute ethnie, de toute tendance confondue, religieux, tous pour la refondation de ce pays-là. Ce Mali, nous ne le dirons jamais assez. Il est notre pays. Il nous appartient. Il est à nous. Nous avons le devoir d'en faire un pays où il fait bon vivre. Nous avons le devoir de laisser un Mali à nos enfants, un Mali où ils seront fiers de dire nous sommes des Maliens. Jamil Bitar, membre du mouvement, a lancé un message en faveur du pardon et de l'union. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour qui marque un nouveau départ pour le peuple malien. Ce départ va être matérialisé par quelques soubassements. Le premier, c'est que vous avez entendu le pardon. Nous devons, entre nous Maliens, parvenir au pardon. Et le deuxième, c'est que nous devons faire confiance les uns les autres, cultiver la confiance et surtout donner les jalons qui vont permettre aux autres également de nous faire confiance dans ce que nous allons entreprendre. Les jeunes du M5RFP ont aussi répondu présents pour célébrer la première année du mouvement à travers leurs représentants. Abdoulaye Massina Diallo, il réclame le changement et la justice. Le peuple a rendez-vous avec lui-même. Le 5 juin, c'est le peuple qui est sorti pour la réclamation de la justice, de l'eau, de l'électricité et tout ce qui lui manque. Et aujourd'hui, nous sommes là pour remercier le même peuple qui a réclamé les changements. Vous voyez la masse, c'est comme pour dire que c'est le même peuple qui est toujours avec le M5RFP et pour relever les défis qui vont venir, qui sont énormes. Au peuple malien de rester serein, de rester toujours en veille citoyenne derrière le M5RFP et derrière Espoir Malikoura pour relever tous les défis.
estimant n'avoir pas été véritablement impliqué au tout début de la transition, le M5 RFP s'est finalement démarqué en ayant un de ses membres en phase d'être à la tête du gouvernement. Depuis un certain temps, le Mali fait face à une crise politique sans précédent, amenant ainsi un autre changement de régime sous l'état de Bandaoua. Au même moment, de plus en plus de voix s'élèvent et sollicitent une coopération géostratégique plus dynamique entre la Russie et le Mali. C'est dans ce contexte que notre équipe de reportage a tendu son micro à Boubacar Bokoum, analyste politique. Selon M. Bokoum, les dirigeants maliens doivent avoir le courage de réaffirmer leur souveraineté. Pour la simple raison que nous avons assisté au 24, la nuit du 24, à un autre changement de système après la mobilisation générale du 18 au 19 qui a consisté à faire partir Ibrahim Boubacar Keïta. Alors nous nous sommes retrouvés dans une situation où le vice-président de la transition a changé la donne politique en démettant non seulement le Premier ministre Mokhtar Ouane et ensuite M. Mbadao qui était le président de cette transition. Ce qui a amené un remous important dans la configuration politique actuelle. Alors, ce qui nous est revenu, c'est que ce coup de force est dû au fait que M. Mbadao aurait dû écarter plus ou moins le vice-président de la transition et ensuite aurait éjecté des proches du vice-président de leur fauteuil ministériel respectif. Et dans les rumeurs, on aurait entendu que effectivement ces deux étaient en négociation très avancée avec la Russie pour une histoire d'armement. Donc ça veut dire que la carte géopolitique du Mali était en train de muter un peu vers la Russie. Donc tout ceci qui apporte un remous important dans la classe politique. Et je pense à ce niveau, la réaction de la France ne s'est pas fait attendre très rapidement. La France a sévèrement condamné ce coup de force. Et ensuite, les jours qui ont suivi, effectivement, la France a décidé de prendre des sanctions en suspendant sa collaboration militaire et en enjoignant aux autres institutions financières d'en faire autant. Donc aujourd'hui, le Mali est sanctionné par la CEDEAO, qui est quand même un instrument, un bras de la France. Et aujourd'hui, la Banque mondiale aussi menace le Mali de sanctions économiques. Donc, grosso modo, voilà, le Mali est aujourd'hui dans une situation politique très, très instable. Nous n'avons jusque-là aucune déclaration officielle du président de la transition pour donner les orientations stratégiques du Mali par rapport à cette posture. Mais tout reste à croire aujourd'hui que la France est en train de perdre le Mali parce que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que la France n'a pas pu endiguer le facteur de l'insécurité au Mali. Ça, c'est une évidence. Et depuis un certain temps, la France a l'impression qu'il y a un sentiment anti-français au Mali. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas anti-français, mais c'est anti-politique néocoloniale française. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, la façon de gouverner notre pays, en complicité avec les dirigeants français, effectivement, n'est pas du goût des Maliens. Nous avons besoin que cette guerre finisse et elle ne finit pas. La France est toujours présente, elle ne finit pas. Donc, la population, aujourd'hui, réclame la Russie. Pour l'instant, ce ne sont pas les autorités. Les mouvements de rue, les mouvements populaires donnent une impulsion, une dynamique au Mali. Pour que la France, soit elle corrige sa façon de faire avec le Mali, ou autrement, il y a de fortes chances que la diplomatie malienne se réoriente vers la Russie. C'est une possibilité parce que nous sommes quand même un État souverain. On n'est pas obligé de rester dans les girons de la France. Comme les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, il est tout à fait normal que le Mali aussi définisse ses intérêts, le domaine de définition qui nous conviendrait. Maintenant, le Mali doit collaborer avec l'État qui accepte de collaborer dans les intérêts de la nation malienne. Si tel n'est pas le cas, si la France veut bien collaborer avec le Mali pour les intérêts du Mali, il n'y a pas de problème, on reste avec la France. Si ce n'est pas ce que la France désire aussi, il n'y a aucun problème. Quelque part, il faut que les gens comprennent que la France n'est pas le centre du monde, en réalité. Le système des Nations Unies, la France fait partie. Ça fait partie des grandes puissances. C'est vrai, c'est notre colonisateur. Tout ça, c'est vrai. C'est du passé, c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, il faut que le Mali réaffirme sa vraie souveraineté. Parce que celle des 60, c'était juste une déclaration. Mais aujourd'hui, les chefs d'État qui sont là doivent affirmer la souveraineté. Malheureusement, nous avons constaté que tous les chefs d'État qui ont géré nos États
ont été des chefs d'État frileux, qui ont peur de mourir, parce que en réalité, la France s'est toujours mise à tuer ou à faire des coups d'État si vous ne sifflez pas dans la même trompette qu'eux. Cela est clair. Maintenant, il faut que les Africains comprennent qu'en tant que dirigeants, on ne doit pas avoir peur de mourir, parce que votre durée de vie ne va pas dépasser 150 ans, alors que notre nation va durer au-delà. Donc, il est important qu'on pose des actes qui vont continuer à consolider le pays, qui vont continuer à faire avancer le pays, même si cela doit nous coûter la vie. Donc, en réalité, nos dirigeants, on les a cultivé la peur, avec les modèles de tuerie qu'on a connus par le passé, avec les différentes pressions qu'ils ont connues. Donc, aujourd'hui, le cas le plus récent, c'est celui de N'Djamena et puis de Dadis Camara de la Guinée. Donc, ça fait qu'effectivement, les dirigeants, ils ont peur d'aller au-delà de ce que l'Occident, quelque part, veut les imposer ou leur propose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de réaffirmer notre souveraineté. Si la France veut bien collaborer, pas de problème. Nous sommes un État souverain et qui est ouvert à la collaboration multilatérale et bilatérale. Maintenant, si la France ne veut pas collaborer dans le sens de nos intérêts, mais il n'y a pas de raison à ce qu'on n'arrête pas de travailler avec la France et on se tourne vers les pays qui seront d'accord à nous accompagner. C'est déjà une très bonne chose qu'on ait quitté cette zone de turbulence, de cafouillage, d'incertitude, on ne sait pas qui gouverne, il y avait beaucoup de spéculations tout autour. Donc aujourd'hui, c'est clair que c'est M. Assimi Goïta qui est le président de la transition. Donc, à partir de lundi, il va prêter serment et cela va lui donner la latitude entière de gouverner et de choisir son Premier ministre pour pouvoir constituer un nouveau gouvernement. Il est important de comprendre aujourd'hui que les déficits auxquels le Mali est confronté, il faut que les États africains se réveillent. Aucun État africain ne pourra se développer tout seul. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Et le Mali aujourd'hui est un laboratoire en termes de crise économique, un laboratoire en termes de crise sécuritaire, un laboratoire de façon générale en termes de crise sécuritaire et globale. Donc le Mali est un bon exemple aujourd'hui de toutes les déchéances du continent africain. Et ce n'est pas propre qu'au Mali, c'est vrai, aujourd'hui c'est exacerbé au Mali, mais tous les États africains doivent comprendre qu'un seul pays ne peut émerger. Mais juste de comprendre qu'un pays peut donner le ton, peut donner le pas pour permettre aux autres pays de suivre. Et je pense que c'est ce que les États africains vont comprendre. Le Mali pourrait être un très bon modèle pour permettre à l'ensemble de l'Afrique de quitter l'emprise du FMI et de la Banque mondiale, qui sont les instruments essentiels du néocolonialisme. Donc, si nous voulons avoir une indépendance économique, ce qui déterminera notre souveraineté, le Mali d'aujourd'hui doit pouvoir acter dans le sens d'avoir la souveraineté économique de la République du Mali. En quoi faisant? On se rappelle qu'au moment de prêter serment, M. Mbadao avait dit que l'or allait briller pour le Mali. Alors je pense que Assimi ne doit pas déclarer que l'or brille pour le Mali, mais il doit faire en sorte que l'or puisse briller pour le Mali. Et ça, nous avons des solutions à lui proposer, que je ne vais pas dire certainement sur les antennes, mais il y a des solutions à proposer pour que l'or puisse briller pour le Mali. Premier élément, cela assure notre souveraineté économique. Il y a des modèles qui vont permettre d'assurer la sécurité du Mali. Et cette sécurité englobe la sécurité de l'Afrique toute entière. Ces mécanismes existent. Et il y a, troisième point, les réformes institutionnelles. Aujourd'hui, si on veut avoir une stabilité pérenne, on est obligé de faire des réformes institutionnelles qui vont durer dans le temps. Donc, aujourd'hui, la transition, sur le reste du temps qu'il y a à gérer, doit gérer trois volets. Le volet économique, le volet politique et le volet institutionnel. Ces trois axes, s'ils sont convenablement bien gérés, je suis sûr que nous aurons un pays stable et qui pourrait donner l'élan aux autres pays de fédérer dans le même modèle que le Mali va inaugurer dans les jours à venir pour permettre à la totalité du continent africain d'avoir sa souveraineté économique. Vous n'êtes pas sans savoir que le maximum des ressources naturelles se trouve en Afrique. Mais la plus grande pauvreté aussi y sévit. Donc cette barrière, je pense que si M. Assimi Goïta a bien compris ce qui s'est passé à travers le monde, qu'est-ce que le printemps arabe a donné comme indicateur du changement de la carte géopolitique internationale,
Et quelle est la faiblesse aujourd'hui des États qui veulent nous menacer? Parce que la France qui prétend nous menacer aujourd'hui, économiquement, elle est des pays les plus faibles de l'Europe. Ils sont en quête de ressources. Alors nous, on a les ressources et ils ont des armes pour nous menacer. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut une intelligence économique pour permettre de définir l'orientation économique que le Mali va prendre, l'indépendance économique que nous allons avoir. Et je pense que cela permettrait le réveil des autres États africains. Et je pense que c'est pourquoi, d'ailleurs, Macron essaie de mettre le maximum de pression sur le Mali pour que cela n'aboutisse pas. Parce que si ils perdent le Mali, c'est l'Afrique qu'ils vont perdre. Parce que le seul laboratoire dans lequel ils ont plus de militaires, le seul laboratoire où ils ont plus de laquais, le seul laboratoire où ils ont plus d'hommes qui manipulent le système de gouvernance, c'est quelque part le Mali. Alors, donc, s'ils échouent au Mali, ça veut dire que la France va être le dernier des États européens. Et après le coup de force, notre pays fut sanctionné par la CEDEAO, l'Union africaine et récemment la Banque mondiale qui a suspendu ses activités au Mali. D'autres organisations internationales comme la francophonie ont suivi. Ces mesures, bien qu'elles auront quelques conséquences sur le plan économique, sont juste temporaires en attendant le retour de l'ordre constitutionnel, comme nous l'explique Modibo Mao Makalou, économiste. Il répond aux questions de Mariam Keita. Ben vous savez, nous faisons partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une institution sous-régionale, ce qu'on appelle une communauté économique régionale de l'Union africaine. Il y en a 8 pour l'ensemble des pays africains. Et donc, la CEDEAO couvre les 15 pays qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été créée le 28 mai 1975 à Lagos. Et le Mali faisait partie des membres fondateurs de cette organisation qui a en charge non seulement de promouvoir la coopération économique, mais aussi la coopération politique. Donc, évidemment, avec ce qui s'est passé à Bamako le 24 mai 2021, la conférence des chefs d'État, qui est l'instance la plus élevée, l'instance de prise de décision de la CEDEAO, s'est réunie en Accra, puisque c'est présidé par le Ghana, et a décidé de suspendre le Mali des instances dirigeantes de la CEDEAO. Cela comprend la conférence des chefs d'État, cela comprend le Parlement de la CEDEAO, cela comprend la Haute Cour de justice de la CEDEAO et la conférence des ministres aussi de la CEDEAO, du même que du secrétariat exécutif de la CEDEAO. Je pense que c'est des mesures conservatoires, ça veut dire que ce sont des mesures suspensives de courte durée, temporaires, parce qu'elles sont conditionnées. Elles sont conditionnées au retour à l'ordre constitutionnel et c'est aussi assujetti au fait il faut un régime civil qui puisse répondre à un ordre constitutionnel, surtout l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des normes, c'est-à-dire une constitution, les lois, etc., que celles-ci puissent être respectées, que les droits humains et fondamentaux soient respectés, etc., et qu'il y ait une séparation entre les pouvoirs, c'est-à-dire entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, etc. Je crois que la communauté internationale est en train de voir un peu comment accompagner le Mali, mais de manière conditionnelle, le temps qu'on mette en place non seulement un chef d'État de la transition, un Premier ministre de la transition, et surtout un gouvernement civil. Un gouvernement civil qui puisse répondre aux aspirations des populations. Parce qu'en réalité, ce que l'on doit préconiser, enfin, en tout cas, dire de surtout mettre l'accent sur, c'est le fait de la subsidiarité. C'est-à-dire les organisations internationales, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies, vont suivre l'avis de la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui est l'organisation qui couvre le Mali. Donc les décisions de la CEDEAO seront suivies par des autres institutions. Et vous savez par exemple que la Banque mondiale a décidé de suspendre temporairement ses opérations au Mali. Et je pense que d'autres institutions internationales risquent de suivre aussi, parce que la francophonie aussi a fait de même. Mais tout cela est conditionnel et nous espérons que la semaine prochaine, une fois que les choses seront, l'ordre constitutionnel sera rétabli, que ces mesures conservatoires temporaires seront levées.
et que nous allons retrouver un pays qui va aller vers la bonne marche. Il y a toujours des conséquences sur le plan économique parce que vous savez, l'économique et le politique sont très imbriqués. C'est Georges El-Ghouzi qui disait qu'un problème politique est un problème économique qui n'a pas de solution. Donc les deux sont liés parce que si vous prenez même sur le plan des investissements, quand il y a des difficultés, quand il y a des risques ou des incertitudes, en fait, ce que la majeure partie des personnes évaluent, c'est le risque politique. Parce que c'est cela le risque majeur pour une économie ou pour un pays. Donc c'est très important que, généralement, on puisse minimiser ce risque qui correspond non seulement aux coups de force, aux insurrections, aux grèves sauvages, etc., aux soulèvements populaires. Tout cela fait partie des risques politiques. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.